Merci beaucoup François. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les impacts potentiels du changement climatique sur la rivière de Richelieu et sur ses inondations. On va rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du bassin versant. Donc ici, merci petit laser, nous avons la rivière de Richelieu qui prend sa source au lac de Champlain et se jette dans le Saint-Laurent. Le bassin versant, il est situé à cheval entre la province du Québec et les États-Unis. Et a une superficie totale assez importante de 23 720 km². La superficie du lac, ici en bleu, est de 1263 km², donc est très importante. Au niveau de la topographie, on a des montagnes qui entourent tout le lac, donc une élévation moyenne, donc le pic est à 1600 mètres d'altitude. Ce qui est assez important ici, c'est de savoir qu'on a 67% de notre bassin versant qui est jaugé, c'est-à-dire on a une information de débit sur 76% du bassin. Pourquoi avoir choisi ce bassin? Tout simplement parce qu'on a eu de graves inondations en 2011. Ce bassin est sujet finalement à des crues assez importantes, comme on peut le voir sur la photo. C'est assez catastrophique. En 2011, on a eu un niveau excessif du lac de Champlain qui a provoqué un débit important dans la rivière. Tout ceci dû à la fonte finalement de la neige, ainsi qu'aux précipitations qui ont lieu au printemps. On a eu environ 2 mois de crue entre avril et juin. Quels sont les objectifs de l'étude? Les objectifs, c'est de modéliser le bassin versant de la rivière de Richelieu, c'est-à-dire qu'avec des informations météo, pluie, température, on va vouloir avoir un débit sur la rivière de Richelieu. Et ensuite, grâce à cette modélisation et au résultat de modèle climatique, on va estimer les futures tendances de crue suite à ces changements climatiques. Première partie, la modélisation hydrologique. Qu'est-ce que nous avons utilisé? On a utilisé le modèle HSAMI développé par Hydro-Québec. Pourquoi l'avoir choisi? C'est qu'il est assez bon dans tout ce qui est fonte des neiges et accumulation de la neige, donc ce qui est la partie la plus importante pour nous, vu que c'est la raison des crues. Comme vous le voyez ici, sur la carte, nous avons le lac de Champlain qui est au milieu de notre bassin versant. Habituellement, quand on fait une modélisation, on calibre par rapport au débit donc dans la rivière d'intérêt. Donc ici, ça serait le Richelieu. Cependant, ici, c'est impossible. Pourquoi? Finalement, toute pluie qui arrive sur notre bassin versant va se retrouver au lac de Champlain, va avoir un temps de résidence dans le lac, et faire qu'il ne va pas se retrouver directement dans la rivière de Richelieu. Ainsi, ce que nous avons fait, c'est qu'on n'a pas calibré par rapport à la rivière de Richelieu, mais par rapport aux apports naturels dans le lac de Champlain. C'est-à-dire qu'on va calibrer en fonction de tous les débits qui rentrent dans le lac. Ainsi, on a utilisé une approche par sous-bassin, c'est-à-dire qu'on a calibré notre modèle autant de fois qu'on a de sous-bassins, on a une quinzaine de sous-bassins, pour avoir une information sur les débits à l'exutoire de chacun de ces sous-bassins. Donc ici, vous avez un découpage. Donc en sous-bassin, on a une information de débit pour chacun de ces sous-bassins. Ensuite, on passe aux apports naturels au lac, tout simplement en faisant une agrégation de ces débits pour avoir nos apports simulés. Donc vous allez me dire, on a 75% environ de notre bassin qui est jaugé, donc il nous reste 25% qui n'est pas jaugé. On en a déduit les débits par une méthode de régionalisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre plus tard. Donc voici la simulation de nos apports naturels, donc ceux qui rentrent dans notre lac de Champlain. Donc on a une simulation qui est assez bonne. On a un critère de nage de 0,86, sachant qu'un nage parfait est de 1. On peut retrouver ici, donc en 2011, le premier pic, il s'agit de notre crue de 2011. Le deuxième pic ici, il s'agit des apports naturels dus à l'événement d'Irène, donc qui a apporté beaucoup de précipitations très rapidement. Maintenant, comment passons-nous de nos apports naturels à un débit au Richelieu au niveau du lac? On reconstitue ça tout simplement par une méthode de bilan de masse, c'est-à-dire qu'en une journée, notre différence de volume dans notre lac va dépendre des entrées moins les sorties. Les entrées, il s'agit des apports naturels qu'on vient de calculer, la précipitation sur le lac, et les sorties, il s'agit de l'évaporation sur ce lac et le débit du Richelieu. Donc cette différence de volume est bien sûr reliée au niveau du lac. Donc ici, comme vous pouvez voir, on a deux inconnus. Donc il s'agit en simulation du niveau du lac au
au niveau n+1 ainsi que le débit du Richelieu. Après une analyse de corrélation, dont vous voyez le résultat ici, il s'agit du graphique du niveau du lac en fonction du débit du Richelieu. Donc on a pu effectuer une régression de type cubique pour montrer notre lien entre les deux. Donc on a une forte corrélation entre le paramètre niveau et le débit du Richelieu. On voit tout de même qu'on a une grande dispersion au niveau des débits. Cette dispersion, elle est majoritairement due à tout ce qui est l'effet du vent sur le lac. Donc on a des vents dominants qui viennent soit du sud, soit du nord, donc dans la même direction que le lac, vu qu'il est allongé nord-sud, ce qui pousse soit l'eau vers l'exutoire, donc vers le Richelieu, vers la rivière, soit vers l'extérieur, et c'est ce qui va provoquer des variations de débit. Sachant qu'on fait une étude de changement climatique donc sur des longues périodes et que le vent il a un effet très ponctuel donc sur nos débits, on a l'effet du vent, on l'a trouvé comme négligeable vu qu'il a un effet ponctuel. Ce qui nous a donné en modélisation donc au niveau du lac ces résultats-là. Donc on a niveau observé et niveau simulé comme précédemment avec un H de 0,83 qui est toujours très bon. On retrouve toujours notre crue ici de 2011 avec des niveaux très hauts du lac. Au niveau des débits, on a à peu près le même résultat, donc dû à la corrélation entre les deux, avec un H de 0,80. Donc on a une assez bonne simulation. Après avoir validé notre modèle, nous avons pu passer à l'étude des changements climatiques sur le bassin versant. Donc ces changements climatiques, nous avons réalisé sur une période de référence de 1971 à 2000 et deux périodes futures de 2041 à 2070, 2071 à 2100. On a utilisé la méthode del delta, donc des résultats de simulation nous ont été fournis par Uranos avec de multiples couples de modèles climatiques globaux mixés avec différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on a une centaine de couples pour chacun des couples, ce qui va nous permettre de faire plusieurs simulations. La méthode des delta, c'est assez simple. Il s'agit en fait, on va modifier nos paramètres d'entrée dans notre modèle, donc il s'agit de la température et des précipitations. Notre température future un jour J va être égale à la température observée plus un facteur delta, donc qui provient des simulations. Pour les précipitations, la précipitation future est égale à la précipitation observée fois un facteur. Donc si le facteur est égal à 1, on n'a pas d'augmentation ni de diminution, supérieur à 1, augmentation, inférieur à 1, diminution. Un des inconvénients finalement de cette méthode, c'est qu'on ne fait pas varier la séquence des précipitations, c'est-à-dire sur une précipitation à un jour J en observé, s'il n'y a pas de précipitation, on n'aura pas de précipitation dans le futur pour cette même date. Si on a une précipitation, on aura une précipitation dans le futur. Cependant, sachant qu'on fait une étude qui s'intéresse surtout à tout ce qui est accumulation de neige, fonte des neiges, cette séquence des précipitations, on la trouve plutôt négligeable, sachant qu'on a de l'accumulation de neige. Donc, je vais vous présenter tous les deltas finalement qui nous ont été fournis. Donc ici, il s'agit de graphiques du delta de température moyen par rapport au delta de précipitation. Donc il s'agit de moyenne par saison. Donc en haut, il y a la période 2041-2070 et en bas 2071-2100. Donc cela nous fournit, comme on a une centaine de couples, donc des nuages de points. On reconnaît assez facilement, donc on a une augmentation de la température assez constante sur la première période, d'environ de 1 à 4 degrés d'augmentation, sachant qu'on a plus de variabilité dans ce qui est les précipitations, avec une légère augmentation des précipitations en hiver, plutôt un statu quo au printemps, une légère diminution des précipitations en été, et une légère augmentation en automne. Pour tout ce qui est de la période 2071-2100, on a une dispersion plus grande, ce qui est assez logique dû aux incertitudes qu'on a dans une période plus lointaine, avec des proportions d'augmentation, précipitation de température plus élevées. Avec tous ces facteurs delta, on va pouvoir modifier autant de fois nos précipitations et températures, les insérer dans notre modèle et faire autant de simulations qu'on a de couples. Ainsi, en résultat, on a pu faire des hydrogrammes annuels moyens pour la rivière de Richelieu. Donc,
avec la courbe en noir, ici, donc il s'agit des débits observés sur la rivière de Richelieu pour la période de référence, que l'on peut comparer avec nos différentes simulations. Donc, à quoi ça nous sert à part faire un joli arc-en-ciel? C'est que on peut voir finalement notre enveloppe d'incertitude sur nos changements climatiques. Donc, ce qu'on peut voir ici en interprétation, c'est qu'en hiver, on a plus de débit dans le futur qu'on en avait par le passé. Plus de débit, pourquoi? Finalement, on a une augmentation de la température. Au niveau des précipitations, on a plus de précipitations liquides. On a moins d'accumulation de neige, plus de fonte des neiges dans le temps, en hiver. Ce qui fait qu'on a plus de débit tout le long de l'hiver. Ce qui donne en conclusion, à la crue de printemps, en moyenne, une baisse de débit. On a moins de neige qui s'accumule. Donc lorsqu'on a la fonte, on a des débits à une pointe de crue un peu amoindrie. On peut également voir qu'on a nos débits de crue qui vient un peu 2 semaines en avance, on va dire. Pour la période 2071-2100, on a à peu près les mêmes conclusions. À la différence qu'on a une variation dans les débits un peu plus grande et des débits qui semblent augmenter légèrement. On peut également, bien que ce ne soit pas le sujet de l'étude, regarder les débits en fin d'été, donc les étiages. On se rend compte qu'on a des débits plus faibles en fin d'été. Donc je rappelle, ce n'est pas le sujet de l'étude, nous on s'occupe vraiment des inondations. Il faudrait une étude plus développée au niveau des étiages pour amener des vraies conclusions, mais vu la clarté du signal qu'on a, on peut s'attendre à une tendance à la baisse des débits en étiage. Deuxième analyse qu'on a faite, il s'agit d'une analyse de fréquence, donc pour les crues d'occurrence de 5, 20, 50 ans. Donc par rapport à notre référence de simulation, on a calculé les pourcentages d'augmentation ou de diminution de nos débits. Donc par rapport aux crues d'occurrence, par exemple de 5 ans, on retrouve ici, il s'agit de la dispersion de tous nos débits calculés pour tous nos couples de delta, donc toutes les simulations, tout l'arc-en-ciel qu'on a vu précédemment. Donc on a une incertitude assez grande, comme on peut le voir. Cependant, on a plus de 75% de nos modèles qui prévoient, pour une occurrence de 5 ans, une diminution des débits de crue. Et pour ce qui est des autres périodes d'occurrence, on a également les mêmes conclusions. Pour ce qui est de la période 2071-2110, on a des incertitudes encore plus grandes et également une légère tendance à la diminution des débits. Bien qu'on ait pas mal d'incertitudes dues au modèle de changement climatique, on a également les lois de distribution qui modifient assez largement nos résultats. On a choisi la distribution de la loi de Gumbel parce que c'est celle qui nous semblait apporter les meilleurs résultats. En conclusion, suite au premier bilan de cette étude, au niveau des changements climatiques, donc, comme je vous l'ai dit, on a une tendance à l'augmentation des débits en hiver, donc en moyenne, avec un pic de débit printanier qui a l'air moins élevé. Pour tout ce qui est des crues, on a des résultats un peu plus mitigés dus aux incertitudes, mais on s'attend tout de même à avoir des débits d'occurrence plus faibles. Qu'est-ce qui reste à faire pour la poursuite d'études? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Tout d'abord, comparer l'approche de la méthode des deltas utilisée pour les changements climatiques avec une autre méthode de mise à l'échelle, donc qui va nous permettre de valider finalement nos résultats de changement climatique. Ensuite, ce qu'on pourrait également faire, c'est améliorer la modélisation, par exemple prendre en compte, pourquoi pas, les effets de vent, améliorer la prise en compte de l'évaporation, pourquoi pas, pour aller vers un modèle de prévision. Merci de votre attention.